Imaginez un pays sans le moindre accès à la mer, sans colonies pour puiser des richesses, sans une seule goutte de pétrole ou une once de coton à exploiter sur son propre sol. On pourrait penser que ce serait une nation vouée à la modestie, n'est-ce pas? Et pourtant, ce même pays, aujourd'hui, gère une somme absolument colossale. Plus de 8400 milliards de francs suisses sous gestion bancaire. C'est faramineux. Comment une petite confédération alpine a-t-elle réussi un tel tour de force économique? La réponse est aussi surprenante que fascinante. En vendant ses hommes. Oui, vous avez bien entendu. Pendant près de 3 siècles, le premier produit d'exportation de la Suisse, celui qui remplissait ses caisses et faisait tourner son économie, ce n'était pas le chocolat que nous connaissons si bien, ni les montres de précision qui font sa renommée. C'était de la chair à canon, des bras armés, des guerriers aguerris. C'est une histoire un peu sombre, un peu brutale, mais elle est intrinsèquement liée à la prospérité actuelle de cette nation. Aujourd'hui, on va dérouler ensemble ce fil rouge, ou plutôt ce fil d'or, car il s'agit bien de la genèse d'une richesse inouïe, qui nous mènera du mercenaire médiéval, le paysan soldat des montagnes, jusqu'au milliardaire moderne, celui qui confie ses fortunes aux banques helvétiques. Je vous le promets, cette histoire va vous faire voir la Suisse sous un tout autre jour. Au début du XVIe siècle, la Confédération helvétique, ce n'est pas la Suisse prospère et ordonnée que nous connaissons. Loin de là, c'est un assemblage hétéroclite de vallées alpines, un véritable patchwork de cantons et de ligues, souvent isolés les uns des autres, et surtout, d'une pauvreté crasse. Imaginez un peu la vie là-haut. Le blé peine à pousser sur des terres ingrates. Le sel, denrée vitale, doit être importé de loin, parfois d'Afrique du Nord, et le seul luxe local, le seul bien véritablement abondant, c'est la vache. Une vache, c'est bien, mais ça ne nourrit pas une économie nationale. Alors, face à cette misère endémique, que font les jeunes hommes? Ils partent. Mais pas en vacances, pas pour chercher fortune dans les lointaines colonies qu'ils n'ont pas. Ils partent en guerre. C'est une migration de la dernière chance, dictée par la faim et le manque d'opportunités. Ces jeunes montagnards, robustes et habitués aux rigueurs de la vie alpine, sont réputés pour leur courage et leur discipline au combat. C'est une denrée rare et précieuse sur le marché militaire européen. Ils signent alors ce qu'on appelle des capitulations, des accords formels entre les cantons suisses et les puissances étrangères. Les rois de France, d'Espagne, les princes italiens de Naples et même les puissants Habsbourg, tous cherchent à s'offrir les services de ces combattants redoutables. Pour un paysan alémanique ou roman, dont la terre ne rapporte presque rien, l'offre est incroyablement tentante. Gagner en un seul été de campagne militaire ce qu'il faudrait 4 ans, voire plus, pour récolter en travaillant la terre. On parle de l'équivalent du prix d'un champ entier, une somme inimaginable pour la plupart. C'était une promesse de survie, un espoir de sortir sa famille de la misère. On estime qu'entre le XVe et le XIXe siècle, une période qui couvre la Renaissance, la Réforme, les guerres de religion et les conflits napoléoniens, pas moins de 350 000 à 500 000 Suisses sont partis servir à l'étranger. C'est un chiffre absolument colossal pour un pays à la population relativement modeste. À l'apogée de ce phénomène, on estime qu'un homme sur 10 en âge de combattre portait l'uniforme d'une puissance étrangère. Imaginez l'impact démographique et social de cette saignée humaine. Mais cette hémorragie avait une contrepartie financière inestimable. L'argent rentrait au pays. Pas sous forme de chèques ou de virements bancaires, mais en sacs de deniers, en plaques d'or, en pensions versées directement aux familles des soldats. Ces devises étrangères, ces francs suisses et ces ducats, étaient ensuite échangées par les banquiers locaux, prêtés à ceux qui en avaient besoin, et surtout, faites fructifier. Le mercenariat n'était pas qu'une simple transaction. Il est devenu, sans conteste, le premier circuit de financement externe de l'histoire helvétique. Sans cet afflux constant de capitaux, il n'y aurait eu aucun fonds pour lancer les premiers ateliers de soie à Zurich, ni de capitaux disponibles pour financer les forges naissantes du Jura. C'est une formule brutale, presque alchimique. Le sang versé sur les champs de bataille européens se transformait en or dans les vallées suisses. L'épée du mercenaire, jadis instrument de guerre, devenait le levier du crédit, la base d'un système financier embryonnaire. C'est ici, dans ces échanges d'argent et ces investissements modestes mais cruciaux, que se sont jetées les premières bases de la puissance financière suisse. On pourrait même dire que le commerce, facilité par la position géographique stratégique des cols alpins, comme le Saint-Gothard, qui s'était ouvert au commerce transeuropéen dès le Moyen-Âge, avait déjà habitué une partie de la population à des transactions internationales.
Mais le mercenariat a poussé cette logique à un tout autre niveau, injectant directement des liquidités dans l'économie locale. Le vent tourne vers 1815. Napoléon, le grand perturbateur de l'Europe, s'écroule et le Congrès de Vienne redessine la carte du continent. Dans ce nouveau contexte, l'ère du mercenariat de masse touche à sa fin. Les puissances européennes, cherchant à stabiliser leurs propres armées nationales, interdisent au canton suisse de recruter pour l'étranger. C'est un coup dur, un véritable choc économique et social. Imaginez la situation. Près de 30 000 bras, habitués au maniement du fusil, se retrouvent soudain sans emploi, contraints de rentrer au pays. Que faire de cette main-d'œuvre aguerrie, disciplinée, mais désormais sans vocation? C'est un défi de taille pour une nation qui a bâti une partie de son économie sur ce produit national si particulier. Heureusement, et c'est là que le fil d'or se révèle encore plus brillant, les caisses des familles suisses ne sont pas vides. Loin de là. Les générations de mercenaires ont fait rentrer des fortunes, petites et grandes, qui se sont accumulées au fil des siècles. Des dynasties familiales, dont les noms résonnent encore dans l'histoire économique suisse, les Wetli, les Oeri, les Bischofberger, pour n'en citer que quelques-unes, ont des capitaux considérables à disposition. Et ces fortunes, fruits du labeur et du sang des ancêtres, vont être réinvesties de manière astucieuse et visionnaire. Elles s'orientent vers une nouvelle révolution, l'industrialisation. Ces familles investissent massivement dans les filatures mécaniques, tirant parti de l'abondance d'eau des rivières alpines pour faire tourner les roues des premières usines. La Suisse, avec ses montagnes et ses vallées, offre une énergie hydraulique gratuite et illimitée, un atout précieux à l'aube de l'ère industrielle. Mais ce n'est pas tout. À la même époque, l'horlogerie connaît un essor fulgurant. Et là encore, on retrouve une connexion étonnante avec l'héritage du mercenariat. Pourquoi l'horlogerie, cette industrie de la précision par excellence, fleurit-elle si brillamment en Suisse? Parce que les mercenaires, en revenant de leur campagne, rapportèrent souvent avec eux non seulement des habits en lambeaux et des cicatrices, mais aussi une compétence insoupçonnée, développée sur les champs de bataille, le sens aigu du timing. Dans une armée, l'heure du ralliement peut faire la différence entre la victoire et la défaite. La coordination, la ponctualité, la fiabilité étaient des qualités vitales. Ces compétences, transmises de génération en génération, ont trouvé un terrain fertile dans l'horlogerie, où chaque pièce doit être ajustée avec une précision micrométrique. Ajoutez à cela l'ingéniosité des artisans locaux, et hop, une industrie est née. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 1850, Genève, déjà réputée pour son artisanat, compte environ 2000 ouvriers dans le secteur de la montre. 30 ans plus tard, en 1880, ce nombre a explosé pour atteindre 20 000. La Suisse devient alors le premier exportateur mondial de montres, un symbole de qualité et de précision. Ce phénomène ne se limite pas à l'horlogerie. Le même schéma se répète pour d'autres industries de pointe, les machines à coudre, puis, plus tard, les produits pharmaceutiques. À chaque fois, la recette est étonnamment similaire, presque un modèle économique avant l'heure. Des capitaux accumulés grâce à l'ère du mercenariat, une main-d'œuvre non seulement disponible, mais aussi incroyablement disciplinée et dotée d'un sens inné de la précision. Et enfin, un atout que l'on ne trouve nulle part ailleurs à ce degré. Une stabilité politique interne, quasi inébranlable. Pendant que l'Europe tremble sous le poids des révolutions de 1848, avec Paris, Berlin et Vienne comptant des milliers de morts et des bouleversements sociaux majeurs, la Suisse ne connaît qu'une courte guerre civile, la guerre du Sonderbund, qui ne dure que 26 jours et fait une centaine de victimes. 100 morts, c'est tragique, mais c'est un bilan incroyablement léger comparé aux bains de sang qui secouent le reste du continent. Le résultat de cette stabilité? Les capitaux, ces entités timides et peureuses, fuirent les troubles et les incertitudes politiques. Où se réfugient-ils? Ici, en Suisse. Un pays neutre, stable, doté d'une économie en plein essor et d'une main-d'œuvre qualifiée. C'est le début d'un cercle vertueux où la stabilité attire les capitaux, qui à leur tour financent l'innovation et la croissance. Les bases d'une économie diversifiée, allant de la soierie aux produits de luxe, déjà esquissés dans certaines villes comme Genève et Saint-Gall, trouvent ici leur pleine expansion grâce à cette combinaison unique de facteurs. En 1914, le monde bascule. La Première Guerre mondiale éclate, plongeant l'Europe dans un chaos sans précédent. Pour les banques françaises, allemandes, britanniques, c'est la catastrophe.
Leurs comptes sont gelés, leurs actions bloquées. Les transactions internationales deviennent un cauchemar. Leurs clients, qu'ils soient des particuliers fortunés, entreprises ou même gouvernements, se retrouvent dans une situation intenable. Ils cherchent désespérément un endroit sûr, un havre de paix où leurs actifs pourront être mis à l'abri des turbulences et des confiscations. Et c'est là que la Suisse entre en scène, non pas comme un acteur militaire, mais comme un acteur financier de premier plan. La neutralité. Ce concept, inscrit dans sa constitution fédérale dès 1848, n'est plus seulement une posture diplomatique ou une garantie de paix intérieure. Elle devient un véritable modèle économique, un business model d'une efficacité redoutable. Le pays se positionne comme la chambre de compensation du monde, l'intermédiaire indispensable où les belligérants et leurs citoyens peuvent continuer à commercer et à protéger leurs biens, loin des fureurs du conflit. Garder l'argent des belligérants, c'est déjà bien. Mais le faire fructifier, c'est encore mieux. Les banques suisses, déjà rodées à la gestion de capitaux depuis l'ère du mercenariat et l'industrialisation, voient affluer des sommes gigantesques. Elles ne se contentent pas de les stocker. Elles les investissent, les prêtent, les font travailler, générant des profits colossaux. Mais il y a un hic. Pour attirer et retenir ces capitaux, il faut une garantie, une promesse de discrétion absolue. C'est dans ce contexte que le secret bancaire, cette pierre angulaire de la finance suisse, est codifié en 1934. L'article 47 de la loi fédérale sur les banques est clair et intransigeant. Quiconque révèle le nom d'un client s'expose à de lourdes peines de prison et à de fortes amendes. C'est une protection juridique sans équivalent, qui instaure une confiance quasi sacrée entre le client et sa banque. Pourquoi 1934, précisément ? La date n'est pas anodine, elle est directement liée à la montée du nazisme en Allemagne. À cette époque, le régime hitlérien met en place une politique de taxation punitive et de confiscation des capitaux juifs. Face à cette menace existentielle, des milliers de familles juives cherchent à sauver ce qui peut l'être. Elles déposent leur or, leurs titres, leurs économies en Suisse, perçus comme le dernier rempart contre l'arbitraire. Le gouvernement helvétique, conscient de la valeur stratégique de ces dépôts, décide de durcir sa loi sur le secret bancaire. Ce n'est pas une décision prise à la légère, et elle est lourde de conséquences éthiques, mais elle ciment la réputation de la Suisse comme coffre-fort mondial. Le résultat, entre 1930 et 1945, les encours de la place financière suisse passent de 2 à 12 milliards de francs. C'est une multiplication par 6 en 15 ans, une croissance vertigineuse. Pendant que la guerre fait rage et que des millions de vies sont brisées, la Suisse, elle, se contente de compter les fonds qui affluent, de les gérer et d'en tirer profit. C'est une période sombre de l'histoire, mais elle a indéniablement contribué à forger la richesse et la puissance financière de la Confédération. La stabilité politique et institutionnelle, y compris le rôle de la Banque nationale suisse dans la garantie de la stabilité monétaire, a renforcé la confiance des investisseurs internationaux dans ce système unique. Les années 80 et 90 marquent un tournant. Le secret bancaire, ce bouclier qui a si bien servi la Suisse pendant des décennies, commence à devenir une cible. La mondialisation avance à grands pas, et avec elle, la pression internationale pour plus de transparence financière. Washington et Bruxelles, en particulier, exigent un accès accru aux informations bancaires, dénonçant le secret comme un refuge potentiel pour l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent. Le point de non-retour est atteint en 2008 avec l'affaire UBS. La plus grande banque suisse est contrainte de payer une amende colossale de 780 millions de dollars aux États-Unis et, fait sans précédent, de livrer les noms de 4450 clients américains. Le mythe du secret bancaire inviolable craque. C'est un choc pour la place financière suisse, un véritable coup de semonce. Les banques n'ont pas le choix, elles doivent pivoter, se réinventer, trouver de nouvelles voies pour maintenir leur compétitivité. Heureusement, la Suisse n'a pas attendu cette crise pour commencer à se recycler. Elle a toujours eu cette capacité d'adaptation, ce pragmatisme qui lui permet de transformer les menaces en opportunités. Le pays a commencé à investir massivement dans un nouveau type d'or, le savoir. Depuis 1996, la Confédération dépense plus de 3% de son PIB en recherche et développement, R&D, un record mondial. C'est un engagement massif et constant. Cet investissement n'est pas le seul fait de l'État. Le secteur privé y contribue pour une part écrasante, environ 69% des dépenses totales. Cela témoigne d'un écosystème d'innovation incroyablement dynamique, soutenu par des institutions académiques de renommée mondiale et une culture d'excellence.
Les PME, souvent le moteur de l'innovation, reçoivent des crédits d'impôt pour le dépôt de brevets, les encourageant à protéger et à valoriser leurs inventions. Le résultat de cette stratégie est spectaculaire. Aujourd'hui, environ 30% des emplois industriels en Suisse dépendent directement d'un brevet actif. Le pays ne vend plus du cash, il vend du savoir, de l'ingéniosité, des solutions de pointe. Ce n'est pas un hasard si des géants mondiaux comme Nestlé, Alimentation, Roche et Novartis, pharmaceutique, santé, ABB, technologies d'automatisation, ou encore Logitech, périphériques informatiques, ont leur quartier général en Suisse. Ils y trouvent un environnement propice à l'innovation, une main-d'œuvre hautement qualifiée et un cadre juridique stable. Le savoir est devenu le nouvel or, le nouveau moteur de la prospérité helvétique. Et parlons d'innovation avec un petit clin d'œil à un endroit qui a changé le monde sans qu'on s'en rende toujours compte. Le CERN, le plus grand laboratoire de physique des particules du monde, est situé à Genève, à cheval sur la frontière franco-suisse. C'est là que, dans les années 90, Tim Berners-Lee a inventé le World Wide Web. Oui, le web, cette toile numérique qui a connecté l'humanité entière, est née sur le sol suisse. Sans le web, pas d'internet tel que nous le connaissons, et sans internet, pas de crypto-monnaie. Et sans crypto-monnaie, il n'y aurait probablement pas de Crypto Valley à Zug, cette petite ville au cœur de la Suisse, qui est devenue un hub mondial pour les technologies de la blockchain. Zug compte aujourd'hui plus de 1000 startups et génère 5000 emplois dans ce secteur de pointe. La boucle est bouclée et elle est fascinante. La Suisse est passée du coffre-fort en acier, gardant l'or physique, au coffre numérique, sécurisant les données et les transactions de l'économie digitale. C'est une illustration parfaite de la capacité du pays à anticiper les mutations technologiques et à s'y adapter avec brio, en réinvestissant sans cesse dans ce qui fait sa force, la recherche fondamentale et l'excellence privée. Souvent, quand on parle de la Suisse, le terme de paradis fiscal n'est jamais très loin. C'est une étiquette tenace, mais est-ce un mythe ou une réalité? Regardons les chiffres de plus près, avec un œil critique. Prenons l'impôt sur le bénéfice des sociétés. En Suisse, les taux varient selon les cantons, un reflet de la forte décentralisation du pays. Ils oscillent généralement entre 11,9% et 21%. Si l'on compare cela à la moyenne européenne, qui tourne autour de 22%, on constate qu'il y a bien une différence. C'est un avantage certain, oui, mais elle n'est pas démesurée au point de justifier l'image d'un paradis fiscal pur et simple. D'autres pays, même en Europe, peuvent offrir des taux similaires ou inférieurs pour certaines activités. Alors, quel est le vrai avantage, celui qui attire tant d'entreprises et d'investisseurs? C'est la sécurité juridique. Imaginez que vous soyez une multinationale avec des contrats complexes et des litiges potentiels. En Suisse, un litige commercial peut être tranché en 6 mois, là où la moyenne dans l'Union européenne est de 3 ans. 3 ans, le temps, c'est de l'argent. Et cette rapidité, cette prévisibilité, est un atout inestimable pour les affaires. Ajoutez à cela des procédures administratives claires et efficaces, une monnaie stable et forte. Le franc suisse est une valeur refuge reconnue mondialement. Et vous commencez à comprendre pourquoi 75% des sociétés multinationales choisissent des villes comme Zurich ou Bâle pour y établir leur siège régional, voire leur siège mondial. Ce n'est pas seulement une question de taux d'imposition, c'est un écosystème complet de stabilité, de fiabilité et d'efficacité. Et il y a un autre secret, moins connu mais tout aussi puissant, la décentralisation fiscale. En Suisse, chaque canton a une large autonomie pour fixer ses propres impôts. Cela crée une concurrence fiscale interne fascinante. Zug, par exemple, peut taxer les entreprises à 12%, tandis que Vaud sera à 14% et Genève à 14,7%. Les cantons se font concurrence pour attirer les entreprises. Et cette compétition les pousse à rester efficaces, à offrir les meilleurs services et le cadre le plus attractif. C'est la libre concurrence appliquée à l'État lui-même. Un laboratoire grandeur nature de l'efficacité administrative et fiscale. Le résultat de cette gestion rigoureuse et de cette concurrence interne, la dette publique suisse avoisine les 30% du PIB, un chiffre incroyablement bas. Comparez cela aux 90% de la France ou aux chiffres encore plus élevés de nombreux autres pays développés. Cette prudence budgétaire, cette capacité à maintenir des finances saines, renforce la confiance et la stabilité du pays. C'est une mémoire de l'argent, si l'on peut dire, qui se souvient encore du temps où il dormait dans les sacs des mercenaires,
et qui a appris la valeur de la prudence et de l'investissement judicieux. La fiscalité attractive, combinée à cette stabilité macroéconomique et juridique, constitue un pilier essentiel de la prospérité suisse actuelle. Alors, quelle est la Suisse d'aujourd'hui, après ce long voyage historique? Les chiffres sont éloquents et parlent d'eux-mêmes, brossant le portrait d'une nation à la prospérité éclatante, presque insolente. Un habitant sur 10 est millionnaire en patrimoine net. Laissez cette statistique s'imprimer dans votre esprit. Une personne sur 10. C'est un niveau de richesse individuelle qui défie la plupart des comparaisons mondiales et témoigne d'une accumulation de capital sans précédent. Le PIB par habitant dépasse les 90 000 $ américains. C'est l'un des plus élevés au monde, reflétant une productivité exceptionnelle, une économie à haute valeur ajoutée et des revenus confortables pour une grande partie de sa population. Ce n'est pas seulement un indicateur de richesse, mais aussi de qualité de vie et d'opportunité. Le taux de chômage? Un minuscule 2,1%. C'est un chiffre qui ferait pâlir d'envie la plupart des ministres de l'économie. Un tel faible taux de chômage est le signe d'un marché du travail dynamique, d'une adéquation forte entre les compétences et les besoins de l'économie, et d'une flexibilité qui permet d'absorber les chocs. L'indice de perception de la corruption, un impressionnant 8,4 sur 10. Cela signifie que la Suisse est perçue comme l'un des pays les moins corrompus au monde. Cette intégrité, cette transparence, est un aimant puissant pour les investissements étrangers et un gage de confiance pour les citoyens et les entreprises. 3 langues officielles, 26 systèmes scolaires différents, un par canton, reflet de la décentralisation, et pourtant, une seule monnaie forte, le franc suisse, qui incarne la stabilité monétaire et la résilience économique. Cette diversité linguistique et éducative, loin d'être une faiblesse, est une force, favorisant l'adaptabilité et l'ouverture sur le monde. Le mercenaire du XVe siècle, s'il revenait aujourd'hui, ne reconnaîtrait sans doute pas la carte, ni les gratte-ciel des centres financiers. Mais il comprendrait instantanément la règle fondamentale qui a guidé son peuple à travers les siècles. Transformer la menace en opportunité. Vendre ce que l'on possède de plus précieux, fût-ce ceux des bras, du savoir ou de la sécurité, et réinvestir intelligemment le gain. C'est une leçon intemporelle de pragmatisme et de résilience économique. Mais attention, la Suisse n'est pas à l'abri des vents contraires. Même le plus solide des coffres-forts doit faire face aux défis de son temps. Les accords de l'OCDE sur la transparence fiscale, par exemple, pèsent lourdement sur son modèle traditionnel. La pression internationale, pour l'échange automatique d'informations bancaires, est devenue la norme, et la Suisse a dû s'y conformer, mettant fin à l'ère du secret bancaire tel qu'il existait. C'est une adaptation majeure qui force la place financière à redéfinir son offre. Le franc suisse, valeur refuge par excellence, est souvent surévalué. C'est une bénédiction pour les importations, mais un véritable handicap pour les exportations, rendant les produits suisses plus chers sur les marchés mondiaux. Les entreprises doivent innover sans cesse pour justifier ce surcoût par une qualité et une technicité inégalées. Le pays vieillit. C'est une tendance démographique mondiale, mais qui a des implications particulières pour la Suisse. D'ici 2050, un tiers des résidents aura plus de 65 ans. Cela pose des défis majeurs pour les systèmes de retraite, la santé et la productivité économique. Des voix s'élèvent déjà pour réclamer un impôt progressif plus fort, une redistribution plus équitable des richesses pour faire face à ces défis sociaux. Une autre menace vient de l'Est, la montée en puissance des places financières asiatiques. Singapour et Hong Kong, par exemple, gèrent déjà plus de 3 000 milliards de dollars d'actifs privés, et leur dynamisme ne cesse de croître, offrant une concurrence féroce à la Suisse. Pourtant, l'histoire nous l'a montré, ce pays a une capacité extraordinaire à muter, à se réinventer. Prenez un exemple récent et concret. En 2022, pas moins de 55% des brevets déposés en Suisse concernaient la transition énergétique. C'est un signe fort d'un engagement vers un avenir plus durable et une preuve que l'innovation s'adapte aux enjeux planétaires. Les banques, loin de se contenter de gérer des fortunes traditionnelles, développent désormais des fonds verts, des investissements socialement responsables, se positionnant sur les marchés de demain. Et n'oublions pas un atout unique de la démocratie helvétique, le référendum d'initiative populaire. Il permet de tester presque toute réforme majeure en seulement 18 mois, assurant une adhésion citoyenne et une légitimité démocratique rarement égalée. Cette souplesse institutionnelle, combinée à une stabilité politique hors pair,
est le cocktail qui a fait le succès des mercenaires, des horlogers et des banquiers. Ce même cocktail est toujours en vente, juste dans une version 4.0, adaptée aux exigences du 21e siècle. La Suisse continue d'exploiter ses atouts fondamentaux, une régulation financière efficace, un écosystème d'innovation de pointe et une fiscalité compétitive, mais désormais plus transparente. Alors, comment cette nation de montagnards, sans ressources naturelles apparentes, est-elle devenue la chambre forte planétaire, un phare de la prospérité et de l'innovation? C'est une saga en plusieurs actes, où chaque étape a bâti sur la précédente, avec une cohérence étonnante. D'abord, en vendant sa force physique, ses hommes, sur les champs de bataille européens, transformant le sang en or. Ensuite, en réinvestissant ses capitaux dans les premiers ateliers industriels, de la soie à l'horlogerie, développant une main-d'œuvre disciplinée et précise. Puis, en protégeant l'argent des autres par une neutralité farouchement défendue et un secret bancaire quasi absolu, devenant le coffre-fort du monde en temps de guerre et de crise. Et enfin, en inventant l'innovation de haute valeur, du web à la blockchain, du pharmaceutique aux technologies vertes, vendant désormais du savoir plutôt que du cash. Le mercenaire du XVe siècle a bel et bien disparu, mais son ADN économique, cette capacité à identifier une demande, à offrir un service de qualité supérieure et à en tirer profit pour la communauté, court toujours dans les veines de la Suisse moderne. C'est l'art d'offrir un service que personne d'autre ne peut fournir avec autant de sûreté, de discrétion et d'efficacité. La prochaine fois que vous croiserez une image de la garde suisse au Vatican, ces figures emblématiques aux uniformes colorés de la Renaissance, rappelez-vous que ces plumes et ces hallebardes cachent une histoire bien plus profonde qu'il n'y paraît. Elles sont le symbole vivant d'une aventure humaine et économique hors du commun. Le fer des épées a forgé la richesse initiale, la précision des montres l'a mesurée, le secret bancaire l'a gardé jalousement, et la science, l'innovation de pointe, la prolonge et la réinvente sans cesse. Des mercenaires aux milliards, la Suisse n'a jamais cessé de vendre la même chose, sous des formes différentes, à travers les âges, la sécurité. La sécurité physique, d'abord, celle des corps armés. Puis, la sécurité économique, celle des capitaux à l'abri. Et aujourd'hui, la sécurité de l'investissement dans l'innovation, la sécurité juridique, la sécurité d'un écosystème stable et performant. Une sécurité sous toutes ses formes, qui est la véritable clé de sa prospérité durable.